Okay, thank you, President. I will present in French. Alors, je suis Radouane Fekki Salem, docteur de l'Université de Tunis Manar, INIT, École nationale d'ingénieurs de Tunis, l'AMSIN. Donc, je vais présenter donc une première partie sur des problèmes inverses de processus de production des fructo-oligosaccharides. Donc, ils sont des sucres lentement biodégradables qui ont un grand intérêt sur la santé humaine. Et donc, les anticorps monoclonaux qui sont les MAB, donc, qui sont utilisés pour traitement de cancer comme des produits pharmaceutiques. Alors, on a des données qui sont recueillies dans les laboratoires de biochimie de l'Université de Mons et pour les MAB, c'est à UCB Pharma. Donc, on a utilisé deux techniques afin de valider le modèle, donc qui sont des équations différentielles ordinaires. Soit on utilise donc la technique MLPCA qui est Maximum Likelihood Principal Component Analysis, ou bien on utilise donc la théorie d'identification des paramètres afin de réduire tout d'abord le modèle et ensuite on le valide que je vais représenter tout de suite ces deux théories. Alors, la procédure d'estimation paramétrique est la suivante. Donc, on considère un θ0 chapeau qui est un vecteur de paramètres initial dans lequel on intègre les équations du modèle qui est un x point, c'est égal à f de x θ chapeau avec le x point, c'est le vecteur d'état, le θ chapeau, donc c'est le vecteur des paramètres. La solution de cette équation différentielle, c'est m, qu'on va noter par m bar, donc ça veut dire donc le vecteur d'état qui est obtenu par la résolution de cette équation différentielle, qui est une fonction g qui dépend de x θ chapeau. Donc par la suite, on calcule les résidus entre la prédiction du modèle et les données expérimentales, qui est les epsilon i, donc i allant de 1 jusqu'à m, grand M, qui est le nombre d'échantillonnages, évalué en θ chapeau qui est égal à la différence YTI moins MTI en θ chapeau. Ensuite, on calcule la fonctionnelle coût, qui est un J de θ chapeau, que je vais définir par la suite. Et ensuite, on minimise cette fonctionnelle coût, et on reboucle cette procédure jusqu'à l'obtention des résultats satisfaisants. Alors, le système dynamique différentiel non linéaire est le suivant. Le xi point, c'est égal à f de xi u et θ, avec le xi, c'est le vecteur des paramètres, c'est le vecteur, pardon, d'état. U, c'est le vecteur contenant les entrées du bioréacteur, qui contient les taux de dilution pour les bioréacteurs, qui est le débit d'alimentation divisé par le volume, ainsi que les concentrations d'alimentation de nos bioréacteurs, qui peuvent contenir non seulement un seul substrat, mais ça pourrait inclure plusieurs substrats. Le vecteur des paramètres qui appartient à Rn(P), donc P c'est le nombre de paramètres qui contient les paramètres cinétiques qu'on note par θr pour les paramètres cinétiques et les paramètres également stoichiométriques θk. Et ainsi qu'on considère également les conditions initiales qui sont les conditions initiales comme des paramètres qui sont les xi j en 0 avec le j allant de 1 jusqu'à le nombre d'expériences. Alors, la solution du modèle, c'est un YJ simulé qu'on va noter, qui est une fonction GJ de xi, u et θ, avec le J, comme je vous ai dit, c'est allant de 1 jusqu'à le nombre d'expériences, parce qu'on pourrait avoir plusieurs expériences qu'on va les inclure dans la fonctionnelle coût. Et voilà, le vecteur des données collectées au temps TIJ est donné par YJ expérimental, évalué en TIJ. C'est égal à YJ simulé, évalué en TIJ θ star, qui est la valeur hypothétiquement vraie du vecteur de paramètres, et I allant de 1 jusqu'à le nombre d'échantillonnages de chaque expérience. Avec un TIJ, c'est le nombre total d'échantillonnages de l'expérience J. Et on a le eta ij, c'est les erreurs de mesure qui sont supposées indépendants de moyenne nulle et gaussienne. Donc, elle suit la loi normale de paramètres 0 sigma j. Avec le sigma j, c'est la matrice de covariance du bruit de mesure. Alors, le critère de moindre carré pondéré, c'est le suivant. Donc, en absence de connaissances a priori sur les statistiques d'erreurs de mesure, une approche pragmatique consiste à utiliser le critère de moindre carré pondéré.
qui est le J θ chapeau, qui est la somme sur le nombre d'expériences et le nombre d'échantillonnages de chaque expérience des erreurs, qui est donné par YJ expérimental moins le YJ simulé transposé, multiplié par l'inverse de cette matrice de pondération qui est symétrique semi-définie positif, multiplié par les erreurs avec cette matrice WJ, ça pourrait être donné par la diagonale des max des YJ expérimentales évaluées en TJ au carré. Et donc, une estimation de nombre carré pondéré, donc ça va être donc l'argmine de Jθ, qu'on note par le θ chapeau, qui est obtenu en fait par optimisation numérique par une procédure combinant donc la méthode de Neldermide et quasi-Newton, qui sont programmées en MATLAB par Search BND. BND, en fait, pour garantir la positivité des paramètres qui sont très proches de zéro, en partant d'une condition initiale des paramètres suivi de donc f-1 qui est au voisinage de la solution. Alors, pour étudier maintenant, une fois on a déterminé le vecteur θ chapeau donc, qui minimise les erreurs entre la prédiction du modèle et la valeur voilà, la valeur donc, les données expérimentales. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de déterminer donc, les intervalles de confiance ou les écarts types, c'est-à-dire donc la variance par rapport à la moyenne donc, des paramètres estimés. Alors du coup, donc, on va étudier donc, la matrice d'information de Fisher et pour cela, donc, on va étudier la sensibilité paramétrique. Donc, la matrice de covariance a posteriori de bruit de mesure donc, peut être estimée par sigma j chapeau qui est égal à epsilon j chapeau au carré multiplié par la matrice de pondération. Avec le epsilon j chapeau carré, c'est la variance des erreurs de mesure qui peut être donnée par jj θ chapeau sur nyj fois ntj moins np. Avec donc le nyj, c'est le nombre de variables qui sont mesurables. Ntj, c'est le nombre d'échantillonnages de chaque expérience, moins le nombre de paramètres. Alors, après, on étudie la sensibilité paramétrique, le Sθ, qui est donc évalué en T, UT et θ. Donc, et la différentielle de xi par rapport à θ. Donc, c'est une matrice qui est calculée par la résolution des équations de sensibilité, qui est la suivante. Donc, d de Sθ par rapport à t, c'est égal à d de f par rapport à xi fois Sθ, plus donc la différentielle de f par rapport à θ. Alors, en considérant un bruit de mesure qui est gaussien, la matrice d'information de Fisher qui peut être déterminée par l'expression suivante qu'on retrouve dans le livre de Walter et Pranzato, donc qui est donnée par la somme sur le nombre d'expériences et le nombre de mesures de Sθ multiplié par sigma j moins chapeau moins 1 multiplié par Sθ. Et une fois on a déterminé cette matrice, donc sous des conditions de régularité appropriées, l'inverse de cette matrice, donc elle fournit une estimation optimiste qu'on appelle Cramer-Rao band de la matrice de covariance des erreurs de paramètres, qu'on trouve également dans ce livre de Walter et Pranzato, qui est donc dans lequel le Cθ, donc la matrice de covariance, elle est supérieure ou égale à l'inverse de cette matrice. Autrement dit, donc, les écarts types des estimations des paramètres sigma k chapeau, ça va être donc la racine carrée des éléments de la diagonale de cette matrice pour k allant de 1 jusqu'à un nombre de paramètres. Alors, si on veut, par exemple, un intervalle de confiance à 95%, donc on aura donc des intervalles sous la forme sigma k chapeau plus ou moins deux fois l'écart type. Alors, donc, on a appliqué cette stratégie, on a pris un modèle de la littérature dans lequel on avait 25 paramètres stéchiométriques et 16 paramètres, 25 pardon, paramètres cinétiques et 16 paramètres stéchiométriques. Et en utilisant donc la technique d'estimation paramétrique, on aboutit à un modèle plus réduit avec 15 paramètres cinétiques et 8 paramètres stoichiométriques, dont le modèle est le suivant. Donc, ce qui est en bleu, donc ça, c'est les variables d'état du modèle du fructo-oligosaccharide. Donc, le GF, GF2, GF3, GF4 et le fructose, oligoglucose et la variation du volume qui est égal, puisqu'ici on a en fait travaillé au début en batch, mais après on a utilisé en fait batch afin d'avoir plus d'excitation pour les données et d'avoir plus d'informations sur la matrice d'information de Fisher et sur l'estimation paramétrique. Et donc voilà, ce qui est en bleu, c'est les paramètres, et en rouge, c'est les paramètres de transport, ou bien les quantités de transport, donc les entrées et les sorties. Et les termes en noir, ça représente pour ce modèle-là donc la partie cinétique,
dans lequel les RI sont donnés en fait par des produits de mono. Donc, on a trouvé des résultats donc, qui sont assez satisfaisants que je vais représenter quelques résultats qui ont été publiés dans Process and Biosystems Engineering. Et dans ce papier, donc, dans le Journal of Process Control, on a étudié, donc, on a considéré les mêmes données expérimentales, mais on a utilisé donc, la technique de MLPCA que je vais représenter, donc une synthèse par la suite. Alors, voici les résultats. Donc, on obtient pour on a dit, donc, c'est 15 paramètres cinétiques et les autres paramètres stoichiométriques. Donc, ça, c'est les paramètres qui sont estimés, plus ou moins deux fois les écarts types. Et donc, les coefficients de variation qui montrent bien que pour la majorité des paramètres sont assez faibles. Donc, du coup, c'est des résultats assez satisfaisants, ainsi que pour la prédiction du modèle par rapport aux données expérimentales, on voit pour la majorité des variables d'état du modèle sont assez satisfaisants. Alors, je passe alors le deuxième processus de production des anticorps monoclonaux, les MAP, dans lequel en fait on a donc recueilli les données à UCB Pharma en Belgique. Alors, lors de mon postdoc donc, entre 2024 et 2025, donc on a deux phases. Une première qui est l'expansion cellulaire, dans lequel donc on a des bioréacteurs qui sont donc on commence par des bioréacteurs donc assez de volume assez faible jusqu'à des bioréacteurs qui peuvent atteindre 2000 litres. Et donc une deuxième phase qui est donc dans lequel on a séparation du produit d'intérêt qui sont les maps par rapport aux autres composants dans lequel donc on peut utiliser des pré-traitements, floculation, précipitation acide, ensuite suivi d'une étape de centrifugation et une étape de filtration en profondeur. Alors, donc, pour ce processus-là, on a utilisé MLPCA en fait. On a donc des résultats qui sont en train d'être rédigés, dans lequel on a considéré que 6 points c'est égal à K fois phi. C'est la partie cinétique et partie transport F moins D fois psi. La soustraction des termes des termes de transport et l'intégration du modèle, ce modèle entre 0 et T, permet de définir l'état sans transport, qui est noté par xi F de T, qui est égal à xi 0 plus K fois l'intégrale 0T de phi xi des taux. Et pour éliminer la condition initiale, donc celle-là, donc on définit le vecteur d'état différentiel sans transport, qui est la différence entre xif à l'instant tj plus 1 moins xif de tj. Donc c'est égal à k fois l'intégrale tj plus 1 de phi xi des taux, qui peut avoir donc une trajectoire qui est incluse dans un espace engendré par les vecteurs colonnes de la matrice stoichiométrique qu'on retrouve donc dans le papier de Millier et Hall, donc publié en Journal of Mathematical Biology en 2013. Alors, la procédure est la suivante. C'est une procédure systématique qui peut être développée et qui sélectionne la plus petite valeur de P qui permet d'interpréter donc, de façon approfondie les données jusqu'à un certain niveau de confiance donné. Donc, le P, ça représente donc, le sous-espace dimensionnel qu'on va le choisir, qui représente donc le nombre de réactions en fait nombre de réactions de notre process, en minimisant donc une fonctionnelle coût de vraisemblance logarithmique JP, qui est la somme sur le nombre d'échantillons des erreurs transposées, multipliée par la matrice de covariance, l'inverse de la matrice de covariance de bruit de mesure, le QJ delta moins 1, multiplié par les erreurs. Avec les erreurs, c'est défini par donc la différence entre les mesures expérimentales ou bruitées de XIF de T, de XIF de delta, moins le XIF chapeau de delta P, qui est l'estimation de maximum de vraisemblance, et une valeur de JP qui est supérieure à la loi Ki2 de NXI NS 1 moins alpha conduit au rejet de l'hypothèse NR est égal à P au niveau significatif alpha qu'on retrouve dans le papier de Millier et Hall. Donc ici, par exemple, on a retrouvé pour ce processus avec les données qu'on a donc recueillies par au centre à UCB Pharma, avec le JP qui est environ donc ici de 200 pour le P est égal à 1, qui est supérieur donc à la loi donc qui est 2 pour on a dit 1 moins alpha. Donc par exemple, si on considère le niveau significatif alpha est égal à 99%, donc on devrait avoir donc le JP inférieur à la barre, la loi de Xi 2 de 0,1. Donc, c'est cette barre-là. Donc, du coup, le P est égal à 1. Ça ne permet pas de prédire donc, de façon approfondie les données.
Ici, pour P égale à 2, donc en dimension 2, on a donc juste limite, cette barre, elle est juste en bas de la valeur maximale de JP, alors que pour trois réactions sont assez suffisantes pour prédire ces données. Et on a donc des résultats qui sont très satisfaisants avec trois réactions, au lieu d'utiliser directement la technique avec une procédure donc systématique qui permet de réduire le nombre de paramètres. C'est donc utiliser à partir de ce MLPCA le nombre minimal de réactions et après on essaye de déterminer donc la matrice de stoichiométrique à partir de ces MLPCA et ensuite on réutilise donc l'identification paramétrique pour déterminer donc les paramètres du modèle. Alors, le deuxième axe, c'est l'analyse mathématique de ces équations différentielles ordinaires, donc, ainsi que numériques, qui sont en fait des systèmes dynamiques. Alors, donc, dans une première contribution, donc, j'ai étudié des modèles qui sont concentrés autour du principe d'exclusion compétitif, qui affirme qu'une seule espèce peut survivre à la compétition, mais ce principe, il contredit la grande biodiversité qu'on trouve dans la nature ainsi que dans le bioréacteur. Alors, le premier mécanisme qu'on a considéré, c'est les compétitions intraspécifiques entre les individus d'une même population et interspécifiques entre les populations. On a pu démontrer que la coexistence peut se faire autour d'un point d'équilibre, mais en considérant le deuxième mécanisme qui est la flocculation. C'est-à-dire l'espèce la plus compétitive, elle peut inhiber sa croissance par la formation de flocs, étant donné que l'accès au substrat il est proportionnel à la surface extérieure des flocs. Donc, on a pu démontrer que la coexistence peut se faire autour des cycles limites. Et on conseille, comme la dynamique d'attachement et détachement sont plus rapides que la croissance des espèces, donc on peut utiliser la théorie des Tikhonov et d'avoir des systèmes long rapides et on a pu motiver le troisième mécanisme qui est le modèle densité-dépendance. Et dans une deuxième contribution, on a étudié également les modèles de digestion anaérobie à deux étapes et trois étapes dans lequel on s'est intéressé également aux performances de ce process en étudiant donc l'optimisation de la productivité en termes de biomasse et de biogaz, ainsi que la minimisation de la concentration du substrat à la sortie du bioréacteur, même en considérant des chymostats qui sont interconnectés en série ou en poche. Alors, ici, dans ce premier papier, donc, on a considéré les modèles de flocculation avec voilà, donc, des modèles. Ce premier papier est publié dans JMA, dans lequel on a généralisé plusieurs modèles de la littérature. Ici, je représente le modèle le plus simple possible avec un seul substrat, mais la première biomasse qui est donc composée par UIV qui représente les bactéries isolées ou bien planctoniques et les bactéries attachées. Et voilà, on retrouve les termes en bleu qui sont donc le modèle classique du chémostat, mais on ajoute donc par rapport à ce modèle donc les termes en rouge qui représentent le taux d'attachement et les termes en bleu qui représentent donc la déflocculation ou bien le détachement. Alors en fait, deux cas possibles pour l'attachement, soit donc les bactéries isolées peuvent s'attacher ensemble pour former des flocs, ou bien une bactérie isolée peut s'attacher avec un floc pour former un nouveau floc avec un taux alpha point. Donc on retrouve un signe moins ici et un signe plus pour la troisième dynamique pour les flocs, et inversement pour le V point, donc on a un signe moins. Donc pour le détachement, une bactérie isolée elle peut se libérer à partir d'un floc pour former une bactérie isolée à un floc avec un taux bêta point fois V. Pour les DU, DV, c'est le taux de mortalité, ou bien le taux de prélèvement, puisqu'elle peut contenir non seulement les paramètres, la mortalité, mais également alpha, ou bien donc ici on a considéré delta fois V fois D, ou bien ça représente le delta V, c'est la fraction de biomasse qui est dans le bioréacteur. Alors, ici, dans ce papier que je veux représenter, une étude mathématique rapidement, avec le modèle avec une seule espèce, mais ici, dans ce papier, on a considéré deux espèces, mais la première, seulement l'espèce la moins compétitive, la plus compétitive, elle fait des flocs par rapport à la deuxième espèce qui est la moins compétitive. Le principe, il nous dit que ce sont des termes d'attachement et détachement, c'est l'espèce 1 qui remporte la compétition. Mais en ajoutant ces dynamiques d'attachement et détachement, on va voir qu'il y aura des phénomènes assez intéressants et des bifurcations qui sont assez intéressantes et un comportement assez riche en termes de système dynamique.
Alors voilà, donc ce qu'on a ajouté aussi pour ce modèle, que le taux de croissance de la première espèce pour les bactéries isolées, c'est non monotone, donc on rencontre le phénomène d'inhibition du substrat. Et on a pris des taux d'évolution qui sont distincts, mais on a aussi la compétition entre les deux espèces. Et on a pu démontrer qu'il pourrait y avoir deux cycles limites. Ici, dans le modèle qui est publié dans SciAm Applied Dynamic Systems, on a considéré une seule espèce, mais on a considéré de la mortalité, ou bien donc des taux de prélèvement qui sont distincts. Donc, on prend des U et des V qui sont distincts. Et on a considéré ce dynamique donc d'attachement qui est différent par rapport à celui-là. Ici, donc, c'est à U carré pour dire que seulement les bactéries isolées qui peuvent s'attacher ensemble. Mais ici, on n'a pas négligé que là, il pourrait y avoir de l'attachement entre les bactéries isolées et les flocs, puisqu'on aura donc une certaine constante fois U fois V, et qui est représentée par cette figure. Et avec une seule espèce, ça, c'est ce qui est intéressant par rapport au modèle classique de Klimostat. On peut avoir aussi des phénomènes assez importants par la multiplicité des équilibres, des bifurcations de Hopf émergeant des cycles limites stables et des bifurcations homocliniques et la dispersion des cycles. Alors, je vais passer à ce modèle-là. Donc, je considère, comme je vous ai dit, un taux de croissance de la première de U qui est non monotone. Donc, c'est croissante jusqu'à une certaine valeur et après, c'est décroissante. Pour tous les autres, pour tous les autres taux de croissance, ils sont croissants. Alors, si on veut étudier ce modèle, donc tout d'abord, il faut déterminer les points d'équilibre de ce modèle-là. Donc, du coup, si U égale à 0, donc tout d'abord, c'est les équilibres, il faudrait prendre la partie à gauche égale à 0. Donc, je élimine donc la quatrième équation qui représente la dynamique de x2. Je considère seulement une seule espèce. Et vous voyez bien, si je prends la partie à gauche égale à 0, si U égale à 0, donc directement, on voit bien que BV égale à 0, donc forcément le V égale à 0. Et vice-versa, si l'on prend le V égale à 0 de cette équation, on aura forcément l'équilibre lorsque ça égale à 0, donc forcément le U égale à 0. Donc du coup, on ne peut pas avoir donc un équilibre dans lequel U est égal à 0 et V positif, et inversement, le V est égal à 0 et U positif. Euh, donc un équilibre si UV égale à 0, donc va bien à partir de la première équation, on peut déduire facilement que le S égale à S in, et ça représente en fait l'équilibre de lessivage, qu'on appelle l'équilibre de lessivage ou bien de Chout, dans lequel le S égale à S in et UV égale à 0. Alors maintenant, l'équilibre qui nous intéresse de coexistence, c'est l'équilibre dans lequel U et V est positif et le S est positif. C'est donné en prenant donc en utilisant en fait la technique qui est utilisée pour déterminer donc les équilibres du modèle et même pour la stabilité locale et globale des équilibres par une représentation graphique, et cette technique a été introduite par Claude Lobry, dans lequel on projette dans le plan que je vais représenter par la suite. Et pour cela, donc, ce qu'on va faire, puisqu'on est en dimension 3, donc on aurait bien aimé avoir une projection dans le plan. Donc, pour cette raison, on va faire la somme entre deuxième et troisième équation. Et vous voyez bien qu'on aura des termes donc en rouge et en bleu qui vont disparaître. Et du coup, si je note f moins d est égal à phi, ici le du c'est égal à d puisqu'on a pris des taux de solution qui sont distincts. De même pour le dv qui est égal à u, dv est égal à d. Donc forcément, on aura phi fois u plus psi fois v, en notant par ces fonctions, donc forcément égal à 0. Et du coup, donc, vous voyez bien que je peux tirer v en fonction de u et s, et on va remplacer donc le v dans la deuxième et troisième équation. Donc du coup, on aura des deux équations ou bien trois équations qui ne dépendent que de u et de s. Et c'est ça la technique donc, ou bien l'approche de la caractéristique à l'équilibre. Et donc, pour cela, donc, on voit bien que si je veux d'un équilibre positif, on aura forcément, on devrait avoir, puisque U et V est positif, on devrait avoir le phi psi positif. Alors, je vous rappelle que le G est non monotone, le G est monotone. Donc, du coup, je vous rappelle, le phi, c'est égal à F moins D. Donc, c'est moins D. Donc, c'est la translation du vecteur de cette courbe par le vecteur moins D. Donc, c'est la courbe phi qui est ici. Et de même pour le psi, qui est la translation de cette courbe par D. Donc, du coup, c'est cette courbe-là. Et si on veut donc phi psi de signe opposé, deux cas possibles. Donc soit l'intervalle d'existence de l'équilibre positif qui est donné par lambda u, lambda v, c'est-à-dire soit donc
Cette valeur de V lambda V, c'est égal, donc c'est entre les deux bornes, soit donc le lambda V doit être supérieur à cette borne afin d'avoir le phi et le psi de signe opposé. Et voit bien, si on est dans cette région-là, donc le phi et psi de même signe, donc du coup, on ne peut pas avoir de U et V de signe positif. Alors maintenant, si on va remplacer, comme je vous ai dit, dans une des deux équations, donc on aura donc une fonction donc U qui ne dépend que de S. Et de même, donc, pour le V, à partir de cette expression, on peut tirer donc le V en fonction de S. Alors, donc, du coup, on détermine l'équilibre de lessivage qui existe toujours, qui est donné par S in 0, 0, et l'équilibre positif qui est donné par le S bar. Et avec le S bar, c'est la solution de l'équation H de S égale S in moins S. Tout simplement, on voit bien, c'est de la première équation, ds in moins ds, c'est une droite si on trace dans le plan SY. Par contre, donc, puisqu'on a dit on peut tirer donc U en fonction de S qu'on va noter par grand U de S et V en fonction de S qu'on note par grand V de S. Donc, du coup, on aura donc cette expression qui est donnée par H de S. Et donc, voilà, c'est la condition que le S bar doit appartenir à donc, l'intervalle I qui est ici. Et ça, je vais noter par JB, donc deux cas possibles. Alors, voilà les représentations graphiques. Donc, dans le plan, donc, avec la méthode de la caractéristique, dans le plan S, Y, mais le Y ici, c'est égal à donc, X sur 1, puisqu'on peut faire la somme entre U et V qui représente donc, la première biomasse. Et donc, on retrouve donc, la fonction H qui est croissante dans ce cas-là. Donc, la droite donc, qui est ici d sin ou bien S sin moins S, puisqu'on a simplifié en fait par D. Donc, c'est droite de pente moins 1 dans le plan S x1. Et voit bien que si on veut un équilibre positif, donc on doit avoir l'intersection qui appartient à cet intervalle I. Et de même on peut avoir l'intersection de cette droite avec la courbe H qui est ici représentée. Donc, on aura des points d'équilibre. Donc, on verra les points d'équilibre qui sont en rouge sont stables, mais les équilibres en bleu sont instables. Et donc, on voit qu'on pourrait avoir aussi multiplicité des équilibres positifs. Et génériquement, donc, dans cette proposition, bon, on va déterminer le nombre de façon donc, générique, le nombre des équilibres, et on a pu démontrer un peu, trouver un jeu de paramètres de telle sorte que la fonction h elle est non monotone également, où on pourrait avoir également multiplicité des équilibres. Alors, si on passe à la stabilité des équilibres, donc on considère la densité totale Z qui est égale à S plus U plus V, mais puisque donc dans ce système-là, il est en cascade, puisque si on fait la somme de trois équations, donc vous voyez bien qu'on a simplification, on aura des simplifications par les termes en bleu et en rouge, et donc on peut mettre, donc, et on a simplification par ces termes-là également, donc on aura le Z point qui est la somme des trois composantes, c'est égal à ds in moins dz tout simplement, puisqu'on a simplification par tous les autres termes. Donc, du coup, on aura cette équation-là, z point, c'est égal à des sin moins z. Et le y point, donc, c'est le vecteur qui contient donc, le z. Le y point, pardon, donc c'est égal à s et u. Donc, on choisit s et u, on va éliminer le v puisqu'on a un système en cascade. Donc, on garde la première équation, donc le S point, donc, puisque c'est ici le S point, c'est égal à phi 2 c'est la première composante de ce vecteur-là, qui est égal à ds in moins f fois s moins g de s fois v, mais le v, on peut le remplacer par z moins s moins e. De même pour la deuxième équation qui représente donc la variation de quantité u, on va remplacer de même donc le v par cette expression z moins s moins e. Alors, donc, du coup, le problème, donc, puisque donc, ici, le système est cascade, donc, on voit bien que z égale à sin, c'est un équilibre de cette première équation. Et donc, le système donc, tridimensionnel 4 peut être réduit pour la stabilité locale. Donc, un système en dimension 2 qui est le suivant, en prenant donc tout simplement le S point, c'est égal à donc, cette dynamique, mais on remplace le Z donc, par le S in. Et donc, de même pour la deuxième équation qui est ici. Mais pour la stabilité globale, donc, il faut donc, vérifier, par exemple, si on va appliquer Thiem, donc on doit vérifier les conditions de Thiem. Et donc ici, le Z, c'est égal à sin, donc, qui est l'équilibre de la première dynamique qui est ici. Alors voilà, donc c'est un modèle, donc du coup, on peut réduire en dimension 2. Alors pour la stabilité de l'équilibre de lessivage, donc on peut le déterminer facilement à partir des éléments de la diagonale de la matrice. On retrouve donc ces deux éléments, donc on devrait avoir le phi qui est négatif, phi de sin négatif, le sin inférieur à lambda b, mais pour l'équilibre positif,
On a trouvé un problème puisque ici on a trouvé que on a pu déterminer que le déterminant de cette matrice peut être donné par la position de la courbe par rapport à la droite. Donc H' est plus grand que -1, donc on retrouve que le déterminant il est positif. Mais si le déterminant est négatif, donc on aura donc deux valeurs propres qui sont de signes opposés. Alors ici, par exemple, le H' puisqu'il est plus grand que -1, donc du coup c'est un équilibre qui est positif. Mais par contre, celui-là, on a une autre condition en fait, dans lequel si on est dans JB, on a une autre condition que les traces doivent être négatives. Et vous voyez bien, donc c'est en bleu, puisque ici, ce terme-là, malgré que le H' elle est plus grand que -1, mais ici, on a une autre condition que le trace doit être positif. De même pour cet équilibre-là, donc le H' ici, il est plus grand que -1, mais par contre, là, cet équilibre-là, le 1, 3, donc le H', il est plus petit que le -1, et donc de même pour les autres équilibres. Alors, donc, si on résume, donc l'équilibre de lessivage existe toujours et on a cette condition de stabilité, mais pour la condition donc 9 qui est dans le cas où le S-bar il appartient à un JB, donc on doit vérifier une autre condition que le trace doit être négatif. Alors, donc du coup, on a trouvé un bon jeu de paramètres tel que le déterminant est positif, mais la trace elle peut changer de signe. Donc, on va voir si c'est bien une bifurcation de Hopf avec émergence de cycle limite. Alors, on trouve donc deux valeurs qui sont conjuguées complexes, la partie réelle qui est négative et après ça passe vers le demi-plan positif dont la partie réelle devient positive. Donc, on a un dérivé des deux alpha par rapport à sin en valeur, une certaine valeur critique. C'est positif avec le bêta, la partie imaginaire des valeurs propres, donc elle est différente de zéro. Et donc, on a trouvé donc le 3 échange de stabilité par une bifurcation de Hopf qui est sous critique. On voit ici dans cette illustration, dans la projection dans l'ensemble oméga limite. Et ici, donc, vous voyez bien que le déterminant, il est, qu'on note par D1, il est positif en faisant varier le signe, alors que la trace, elle change de signe. Donc, du coup, ici, ils sont à partie réelle qui est la partie réelle qui est négative, et après, ça change de signe et devient positif. Alors, si on veut mieux comprendre ce qui se passe pour ces deux valeurs propres, on va représenter la partie réelle, la partie imaginaire par une animation en faisant varier le signe, et on voit bien qu'ils sont complexes conjugués, mais ils passent demi-plan négatif vers le demi-plan positif, et ça confirme bien la bifurcation de Hopf. Ici, je trace en cyan pour dire que c'est des cycles limites qui émergent par des bifurcations sous-critiques avec cet équilibre 1-3 qui se déstabilise et devient donc stable avec émergence de cycle limite qui disparaît par la suite par une bifurcation qu'on va la voir tout de suite. Alors, tout d'abord, si le SI est égal à lambda B, donc si on a une bifurcation transcritique, donc en fait, le E13 qui bifurque E0 dans le quadrant positif, si je veux représenter ici, c'est mieux. Donc, c'est le E13 qui est ici, donc il va bifurquer avec cet équilibre E0, et pour le SI est égal à lambda B, donc c'est exactement une bifurcation transcritique. Et ensuite, cet équilibre 1-3, entre dans le quadrant positif et devient stable, tandis que le 0, il revient à un point sel, instable. Et ensuite, si on veut prendre le SI entre lambda B et le SI in 1, qu'on va voir, cette valeur va représenter une bifurcation hétéroclinique. La variété instable de E0, donc elle admet cet équilibre-là, donc elle admet E13 qui est donc l'ensemble oméga limite. Et tandis que la variété stable de l'équilibre E1,2, donc c'est cette variété-là, elle va couper l'axe U égale à 0. Et la variété stable de l'équilibre E2, qui est la courbe en rouge, donc elle va séparer, ou bien diviser le plan de phase en deux bassins d'attraction, le premier vers l'équilibre E1 et le deuxième vers l'équilibre E1,3. Et donc, si on veut augmenter encore, donc si on augmente le signe vers le signe un critique, ça représente une bifurcation hétéroclinique dans laquelle la variété instable de E0 qui est ici, donc c'est la courbe en vert, elle va et la variété stable de l'équilibre E0 qui est ici, donc ces deux variétés-là, donc ils vont fusionner, on aura donc cette courbe en vert. Et ici, encore une fois, donc on a deux bassins d'attraction, le premier vers cet équilibre, le deuxième vers cet équilibre-là, qui sépare donc la variété stable de cet équilibre E1,2. Alors, si on augmente encore le sin jusqu'à sin 2 critique, on verra cette valeur. C'est là, donc on aura donc une variété
instable de cet équilibre E0. Donc, elle va longer cette trajectoire jusqu'à cet équilibre E1, dans lequel donc, on aura un ensemble oméga limite. Ça, c'est donné par le 1. OK? Et après, donc, on dit que la variété donc, stable de cet équilibre E1,2, donc elle coupe donc, cette droite, donc sin est égal à S plus U. Et cette variété-là, donc stable de 1, 2, donc cette variété qui est en rouge, donc elle va diviser donc, le plan de phase en deux bassins, le premier vers E1,3 et le deuxième vers E1. Alors maintenant, en S1,2, qu'est-ce qui passe? Alors c'est une bifurcation homoclinique dans laquelle les deux variétés stables et instables de 1,2 fusionnent, donc qu'on verra dans cette courbe qui est en vert. Et on a donc en fait une orbite qui est homoclinique qui délimite donc voilà donc le domaine d'attraction de cet équilibre-là, E1,3. Si on augmente encore jusqu'à signe critique, qui représente, on verra, c'est une bifurcation sous-critique que je viens de vous montrer, dans lequel on a les valeurs propres champ de signe. Alors, donc, on a une bifurcation d'Andronov-Lyon-Tipovitch, donc qu'on retrouve dans le livre de Kuznetsov, dans lequel donc on a donc le cycle donc instable bifurque qui est tracé en cyan à partir de cycle homoclinique qui est tracé en vert. Et donc pour sin est égal à sin critique, donc on a une bifurcation sous-critique donc dans lequel le cycle limite est disparaît et on a l'équilibre E1, 3 devient instable. Ensuite, si on augmente encore jusqu'à sin critique, sin bar, donc ça représente donc une bifurcation. Donc, le 1,3 devient déjà donc instable et la valeur critique à signe bar. Donc, on a une bifurcation locale ou bien saddle node dans lequel donc on a bifurcation entre les équilibres positifs 1,2 et 1,3. Et donc, ces deux équilibres ils disparaissent. Alors, pour les études du modèle, donc avec deux espèces, si on ajoute deux espèces, donc de la même manière, on peut donc étudier l'existence et on retrouve donc ce théorème qui détermine donc l'existence et la stabilité par la méthode de Claude-Lovry, la caractéristique à l'équilibre. Et ensuite, de la même manière, on utilise donc la stabilité des équilibres en utilisant la réduction en dimension 3 au lieu de 4. Alors, on retrouve donc des valeurs propres qui sont donc, voilà, on est en dimension 3, donc on utilise le critère de Rutherford qui permet de déterminer les signes, le signe des valeurs propres. Et donc, on retrace donc la courbe H avec donc la droite, donc signe moins S, et de manière similaire que tout à l'heure. On trouve donc les valeurs propres qui passent du demi-plan négatif vers le demi-plan positif. Il y a une autre donc valeur propre, mais qui est toujours négative que je ne trace pas ici. Et donc l'ensemble oméga limite en faisant varier un certain paramètre ici, le M2, donc on voit qu'on a donc l'émergence des cycles limites qui sont ici et après disparition par une bifurcation homoclinique. Et en 3D, on voit également donc les trois phases, donc soit on converge vers un point, soit on converge vers un cycle avec une bistabilité également. Et voilà. Alors, donc, un autre cas où on pourrait avoir aussi double bifurcation de Hopf avec l'émergence de cycle limite et la disparition par une autre bifurcation de Hopf. Alors, je passe encore pour les modèles rapidement un petit aperçu sur les modèles de gestion anaérobie, mais avec ici de relations syntrophiques dans lequel on a étudié ce modèle-là. Donc, par rapport au modèle AM2, donc on ajoute ici le S1, donc mu0 dépend non seulement de S0, mais elle est décroissante par rapport à 5, qui rend compte de phénomènes de relations syntrophiques en fait, par rapport au modèle AM2 classique. Et je représente ici le diagramme opératoire donc, qui permet de déterminer en fonction des paramètres de contrôle, le S-in, le S0-in, le S1-in, donc le comportement du process selon donc, ces paramètres opératoires. Et vous voyez bien, donc ça dépend de la région. Par exemple, ici, si on est dans la région J1, donc on sait que seulement l'équilibre E0 donc, qui est stable, et c'est un message assez important pour le biologiste qui permet de détecter donc, les régions qu'il souhaite, donc, qui permet d'éviter donc l'exclusion de ces espèces. Et donc, une question qui est assez importante, donc, dans laquelle on est en train d'étudier, c'est la performance donc, dans ce diagramme-là, donc la courbe qui maximise donc, la productivité de biomasse ou bien de biogaz, ainsi que la minimisation. Donc, ça pourrait être donc, une courbe qui est dans ce diagramme-là. Alors, donc, on a étudié également des modèles de digestion anaérobie, mais à trois étapes qui sont publiés dans ces trois papiers-là, dans lesquels on a montré que ce diagramme théorique, donc, qui est obtenu en fait en étudiant ce modèle par l'existence, la stabilité des équilibres, ces courbes, ça provient de ces conditions-là.
Et on a démontré que des techniques qu'ils utilisent donc point par point, c'est des diagrammes opératoires obtenus numériquement. Certaines régions peuvent être non détectées en utilisant cette technique point par point, surtout lorsqu'on a des régions de taille assez faible. Voilà, donc qui sont publiés dans ces trois papiers-là. Et voilà, donc un autre domaine d'intérêt dans lequel j'ai étudié des modèles d'interférence intraspécifiques, mais en considérant des compétitions allélopathiques, qui est le modèle suivant. Mais j'étudie donc le diagramme opératoire et on retrouve des résultats assez importants et des bifurcations. Ici, j'utilise en fait le logiciel MatCant qui permet de déterminer les diverses bifurcations et le diagramme opératoire de façon par continuité à partir des équilibres leur stabilité. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Professor Radwan. Thank you very much, Professor Radwan, for the presentation. It contains a lot of details and about the bioprocesses and single species and double species or double elements. So I don't know if somebody has any question. We're already a little bit out of time. I think the launch of the society will be taking place shortly. So any question for Professor Radwan? Uh, Prof, can I ask a question? Yeah, go ahead. Okay, thank you very much, Prof. I'm currently working in a similar field and I'm looking at multiple species, but I would like to have a side conversation with you, especially on the parameter identification of the model. I'm working on something close to that structure and then the structure identifiability and the other one. So I want to know if you are comfortable with me contacting you on the side because we are out of time. Because there are a lot of details that I would appreciate if you can help me understand. Okay. Okay. For the sectors, so the first method is to use MLPCA to generate the minimum number of reactions. And Professeur then, Radwan, ce qu'il demande, c'est que est-ce qu'il peut te contacter oui, bien de sûr, côté mais oui, séparément pour discuter avec lui parce que comme lui-même il a précisé qu'on est déjà en oui, cours oui. de temps, donc il aimerait avoir une discussion avec toi pour qu'il travaille sur un domaine OK. similaire. Donc, et il Oui, aimerait avoir une c'est juste discussion pour spéciale avec un toi. petit Donc aperçu oui, sur non, la je version. dis juste pour Oui, que oui, tu oui. clarifies un peu plus rapidement. Merci. OK, oui, c'est juste rapidement. Donc, deux stratégies, soit on utilise MLPCA, soit on utilise la théorie de Non, il faut essayer l'explication. de parler peut-être en anglais, comme tu as commencé, pour qu'il puisse suivre, plus à lui précisément que tu t'adresses, si tu peux. Okay, en anglais, okay. So there's two methods you can use MLPCA to generate the number of minimum number of reactions, and then you can use the structure of mono, for example, or product of mono, or you can use a model from the literature, and we use the identification parameter to reduce the number of parameters. But you can contact me to discuss. Okay, Okay, thank you thank you very very much. much. And I see Kofi Oui, Messan has his hand. prof, merci pour la présentation. Moi, je veux aller sur la page 7. Alors, 7. La voilà. Oui, comment tu choisis les TNP et NTJ là? Comment tu les Ah, ok. choisis? Alors, c'est le NYJ, c'est le nombre d'expériences, le nombre de variables mesurables. Par exemple, imaginons que le biologiste ne peut pas mesurer une certaine composante. Donc, c'est pas forcément le nombre c'est pas forcément le nombre de variables d'état qui est de votre modèle. Donc,
Et pour le NTJ, c'est le nombre d'échantillonnages de chaque expérience. Donc, vous pouvez facilement le déterminer à partir des données que vous avez et le nombre de paramètres à identifier. Et on retrouve donc c'est là donc, dans le livre de Ponzato et Walter pour donc Donc, l'estime est-ce que ça veut référentielle. dire que ça là peut aller à l'infini? Ou bien, Non, 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 ça peut pas être à l'infini, c'est un parce nombre que fini. dans le dénominateur, je me dis, est-ce que cela peut être égal à zéro, par exemple? Non, ça peut pas être égal à zéro, non. Ok, ok. Ok, Déjà, merci beaucoup. Vas-y. tu vois, si tu prends, par exemple, imaginons que tu as une seule variable et tu as un nombre MP, ça c'est un et ça c'est, par exemple, imaginons que tu as 10 paramètres. Si tu as 10 ça va être zéro. Donc 10 moins 10 c'est zéro, tu vois. Mais si tu as, c'est normal, c'est parce que tu n'as pas assez d'informations. Donc tu dois avoir un nombre de données qui sont au moins plus grand que le nombre de paramètres que vous avez. Ok, ok. Merci. Donc, merci pour votre remarque assez pertinente. C'est vrai que c'est un problème, mais c'est normal que on va avoir un nombre qui est très grand par rapport à ça afin d'avoir moins d'informations et une bonne estimation. Mais Ok, dans le ok. cas limite, effectivement, ça va tendre vers l'infini. Ok, Et merci. c'est à cause du manque d'informations ou bien de manque de données, quoi. Ok, ok. Je vous en prie. Merci. Je vous en prie. Ok, merci.